Les chrétiens d'Orient sont vos ancêtres pour les occidentaux. Nous sommes vos frères et nous sommes vos ancêtres. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, parce que nous l'étions, que nous sommes devenus une minorité, faisons appel à vous. Nous ne voulons pas des armes. Nous ne voulons pas de l'argent. Nous voulons la paix. Donnez-nous la paix. Il y a une manifestation pour les chrétiens du Moyen-Orient le 21 septembre. Moi, j'invite tout le monde à venir participer à cette manifestation-là pour dire que nous sommes tous contre, nous ne sommes pas avec seulement les chrétiens, mais aussi tous ensemble, musulmans et chrétiens, contre la barbarie. Pour nous, les Syriens, la France représente beaucoup de valeurs. Et on s'y trouvait avec ces valeurs-là lorsqu'on est arrivé et on l'aime pour sa culture, on l'aime pour sa langue, on l'aime pour ce qu'elle représente pour nous. Moi, j'appelle la France ma mère adoptive. Pourquoi les chrétiens de Syrie? Nous sommes une identité et une partie de la Syrie, mais nous ne sommes pas seuls. L'armée syrienne, elle est composée de toute la composante de la société syrienne. Il n'y a personne en Syrie qui meurt de faim. Ça n'existait pas. Les gens sont solidaires. Il y avait en Syrie, de la corruption, même que certaines personnes acceptent d'être payées par des pays étrangers pour faire le désordre en Syrie et détruire la Syrie. Il leur manquait quoi? Il leur manquait la liberté de parole. Moi, la position syrienne, je ne la connais pas. Et les Syriens non plus ne la connaissent pas. Ils disaient dans la sortie de la mosquée, on va pondre les alaouites avec les boyaux des chrétiens, que l'Occident soit fait avoir par cette opposition. Ça, je veux bien le croire. Mais l'Occident s'est fait avoir. On a un vrai désastre. Nous ne voulons pas que la Syrie subisse ce que le Liban a subi, ce que l'Irak a subi. Demander à nos amis d'arrêter de financer les djihadistes. On n'en a pas besoin pour autant d'aller frapper. Et ce n'est à quiconque d'autre de parler à la place du peuple syrien de ce qu'ils veulent. C'est que c'est plus facile de travailler avec ces voyous. Parce que ce sont des voyous. Alors si on arrive à mettre en place des États plus petits et confessionnels, ça nous facilite la vie, nous les Occidentaux. Je ne précise pas, nous les Occidentaux. Merci de nous avoir invités pour vous parler de nous, de la Syrie, aussi de la situation en Syrie aujourd'hui et particulièrement celle des chrétiens. Nous sommes une association qui est née l'année dernière suite aux événements de Maaloula. J'avais pas tout de suite réagi au début des événements parce que je pensais que les Syriens, ce sont des gens cultivés, que ce sont des gens développés, que ce sont des gens qui sont fiers de leur patrie, de leur patrimoine historique, de leur histoire à eux-mêmes. Ils ont une conscience à eux. Et cette conscience ne leur permettait pas d'être manipulés par quelconque conscience autre. Alors je ne me suis pas vraiment au début très investie, mais au fur du temps, je commençais à me sentir, comme tous les Syriens d'ailleurs, à me sentir étouffée parce que les informations que je recevais, que ce soit à la télévision ou dans les presses nationales comme ici en France comme ailleurs, elles reflétaient pas tout à fait ce que ma famille me disait, ni ce que mes amis me disaient, ni la réalité réellement du terrain. Les Syriens qui se trouvent en France ne sont pas des Syriens qui sont venus par une migration économique. C'est une migration qui s'est elle-même choisie de venir en France et rester en France pour les valeurs que la France représente. Pour nous, les Syriens, la France représente beaucoup de valeurs. Et on s'y trouvait avec ces valeurs-là lorsqu'on est arrivé et on l'aime pour sa culture, on l'aime pour sa langue, on l'aime pour ce qu'elle représente pour nous. Et pour son histoire surtout. Et fait que ces événements-là, moi je me suis vraiment sentie un peu trahie en fait de ce qui s'est produit et je ne comprenais pas ce que moi j'appelle la France ma mère adoptive. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ma mère adoptive faisait cela. Avec les événements de Maaloula, ça nous a bousculé nous tous les Syriens parce que nous ne comprenons pas
particulièrement les chrétiens, ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'il y a eu des mouvements même avant, pendant les premiers mois et même première année, vis-à-vis des chrétiens, qu'il y avait des slogans hostiles, il y avait des mouvements contre les chrétiens qui ont fait partir les chrétiens de leur ville, ou à Idlib, ou un peu partout dans les villes et les villages de la Syrie. Mais il y avait même des villes et des villages qui payaient l'impôt dès le début, pour qu'ils restent en paix, les chrétiens. Mais il n'y avait pas cette violence inouïe envers eux de ce qui se produit réellement en Maaloula. Là, c'était venir exprès chercher les chrétiens là où ils se trouvent. Pour attiser, en fait, pour les intégrer dans cette guerre qui n'était pas la leur, et que ce n'est pas vraiment une guerre confessionnelle. On veut faire de la Syrie une guerre civile, alors ce n'est pas vraiment une guerre civile. C'est là où on a agi plus fort et on a pensé à créer cette association pour la paix. Pourquoi les chrétiens de Syrie? Comme je viens de l'expliquer, nous sommes une identité et une partie de la Syrie, mais nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie de la société syrienne. Nous sommes présentés comme si nous étions des lâches ou comme si nous étions des corrompus. On a peur de parler de régime, on a peur de s'exprimer, on s'enfuit au Liban, on s'enfuit parce on est présenté de cette façon-là, alors c'est pas vrai. L'armée syrienne, elle est composée de toute la composante de la société syrienne, qui ça veut dire des chrétiens, des musulmans. Les musulmans il y a des chiites, des alaouites, des druzes, des sunnites. Comme dans les chrétiens et les catholiques, les orthodoxes et toutes les autres communautés. On a décidé de faire cette association des chrétiens et pour la paix, parce que déjà nous en tant que chrétiens, nous avons un seul message qui est le message de paix, par rapport à notre religion. Et je pense que toutes les religions elles ont un message de paix, mais nous personnellement nous avons un message de paix à transmettre et raison de plus pendant cette période de guerre de transmettre et de vivre avec un message de paix. Nous sommes ouverts à tout dialogue parce que en Syrie, toutes les communautés vivent en harmonie. Nous vivions depuis toujours en harmonie. Nous avons su s'adapter à la différence de religion, particulièrement avec l'islam, mais avec les juifs aussi. Et nous avons su aussi s'adapter à toutes les autres communautés et de leur culture. Parce qu'en Syrie, il y a des multitudes de cultures qui existent, qui sont vieilles des milliers d'années et qui vivent encore leur propre culture. Et nous arrivons à cohabiter ensemble tout en respectant l'un et l'autre, sans qu'il y ait un rejet de l'autre, sans qu'il y ait comment dirais-je, un manque de respect de l'autre ou de la haine envers l'autre, ou vouloir le changer. Voilà, c'est quand même beaucoup de valeurs sur lesquelles la société syrienne est construite. Et lorsque je dis la société syrienne, je dis la société, comment dirais-je, civile, mais aussi politique. L'un ne va pas dans l'autre et le pouvoir a toujours cherché à préserver cette paix et cette harmonie dans laquelle vivait le peuple syrien. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des mouvements plus ou moins extrémistes, c'est comme dans toutes les sociétés. Les frères musulmans existent depuis, les frères musulmans existent, et en Syrie aussi. Ils ont essayé, au lendemain de la Première Guerre mondiale, à ce que la Syrie devienne un califat, mais n'ont pas été suivis. Même aussi sous le mandat, il y a eu des tentatives de faire de la Syrie, comme on a fait du Liban, une région sectaire en fait, et la découper avec à plusieurs les communautés qui composent la société syrienne, ça veut dire les sunnites, les druzes et les alaouites, et peut-être aussi vous voulez mettre les chrétiens au Liban. Mais bon, ce projet n'a jamais réussi. Parce que les Syriens, en tant que peuple intellectuel, parce qu'ils sont intellectuels depuis toujours,
n'ont pas voulu de cette démarche. Ils l'ont défendu et ils ont créé à la place un parti qui est socialiste. La société syrienne est basée à un pouvoir politique socialiste. Tout à l'heure, j'ai parlé de la confession, en fait, la paix civile en Syrie en tant que d'une vision de la partie religieuse, mais aussi la partie économique. La société vit en paix. Le prix du pain, par exemple, en Syrie, coûte 15 livres syriennes, encore pendant la guerre. Ça veut dire n'importe quel Syrien pouvait manger au moins du pain. Ça, c'est au niveau économique. Ça, je prends la base, en fait. Hein. Et au niveau relationnel, il n'y a personne en Syrie qui meurt de faim. Ça n'existe pas. Les gens sont solidaires. Ils sont solidaires au niveau de l'éducation. Il y a la solidarité au niveau de l'organisation de la société elle-même. Alors, dans ces conditions-là, il ne peut pas y avoir un mouvement dit économique suite à des problèmes économiques. Le mouvement qu'il y a eu, à mon sens, c'était un mouvement contre la corruption. Il y avait en Syrie, en Syrie de la corruption. Et on le voit bien encore aujourd'hui, quand même, que certaines personnes acceptent d'être payées par des pays étrangers pour faire le désordre en Syrie et détruire la Syrie. Alors la corruption existe, effectivement, elle existe aux plus sphères de l'État, comme aussi d'ailleurs partout. Hein, on le trouve, ce phénomène, du moment où on touche à la politique, on le retrouve dans toutes les sphères politiques du monde entier, et on le trouve aussi dans la sphère de la société elle-même, et dans le fonctionnement de la société, ce qui est malheureux. Alors, est-ce qu'il fallait du changement? Oui, je ne peux pas dire non. Mais les changements et les réformes, leur faut de temps. Il faudra préparer le pays, que le pays soit préparé à ces réformes pour que qu'elles soient acceptées et que le peuple adhère doucement et en douceur. La Syrie vit en guerre depuis, c'est un État jeune, hein, qui vit depuis 48 ans en guerre. Il n'est jamais sorti vraiment concrètement de la guerre. Sous l'occupation turque le lendemain de la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était sur le territoire syrien se déroulait même des combats entre des Français. Et après son mandat, le lendemain de mandat, il y avait la guerre avec Israël et ainsi de suite. Et même encore jusqu'au 2006, nous vivions aussi à une période de guerre avec nos voisins, pas avec nos voisins directement, mais la région elle-même, elle subit, c'est pas directement nous avec nos voisins, mais la région elle-même tout entière, elle est dans une situation instable. Voilà. Ce qui ne permet pas non plus, dans ces conditions, une ouverture économique et une ouverture politique. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais vraiment m'arrêter. Moi, je pense que les Syriens avaient tout ce qu'il fallait pour vivre bien. C'était un pays prospère, ils vivaient vraiment bien. Ils pouvaient acheter des maisons et l'État subventionnait. Ils pouvaient apprendre et devenir des médecins, tout ce qu'ils veulent en fait. D'ailleurs, la société syrienne, elle est tellement bien éduquée au niveau éducation, entre parenthèses, de formation. Hein. Les gens sont fiers de leurs enfants qui, à un point de baccalauréat, à un point, ils se rivalisent à un point. Moi, mon fils a fait tant, ma fille a fait tant, a eu tant au baccalauréat, a eu tant au brevet. Et la promotion sociale se fait aussi par les études et le gouvernement encourage cette promotion sociale par les études et les paye des bourses pour qu'ils reviennent avec des études, les meilleures études du monde. On les voit même dans les hôpitaux ici en France, hein, ce sont beaucoup de médecins syriens qui pratiquent. Il leur manquait quoi alors les Syriens pour qu'on arrive à les manipuler, à faire de ce qui s'est passé? Il leur manquait la liberté de parole. Est-ce que cette manque de liberté de parole, je parle parole politique, hein, est-ce que cela donne aussi mérite le résultat qu'on est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un pays détruit, le patrimoine détruit,
a tué son frère parce qu'on n'est plus du même bord, a tué son voisin et a arrivé aussi à détruire les infrastructures du pays, à détruire les hôpitaux, à détruire les écoles, à détruire même le plus beau qui existait en Syrie, c'est quand même son patrimoine historique et ses moyens économiques. Je ne pense pas que ça méritait autant. Là, on n'a pas servi les Syriens. C'est quand même, il y a maintenant plus de 7 millions de réfugiés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Rien. Les Syriens n'avaient pas faim. Maintenant, ils ont faim. Les Syriens étaient solidaires. Maintenant, bon, ils y sont encore. C'est pas un exemple que je veux donner. Mais ils avaient besoin tout simplement qu'il y ait une évolution et non une révolution. Je vais en profiter aussi de faire un point sur les causes de ce qui s'est passé. Bon, je viens de dire des causes internes, mais des causes aussi autres, et parler de l'opposition syrienne. Moi, l'opposition syrienne, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, et les Syriens non plus ne la connaissent pas. Elle est connue de certains milieux, les milieux dans lesquels se sont développés, et ils ont développé à l'intérieur du pays. Ça veut dire les cellules qu'ils ont développées eux-mêmes. Mais elle n'est pas connue en tant qu'opposition, ni reconnue par le peuple syrien. Voilà. Elle a été fabriquée, cette opposition. Quand je vois que certaines personnes ont quitté la Syrie à l'âge de 8 ans et sont opposantes, moi je ne comprends pas cette opposition, par exemple. Ils ont vécu toute leur vie à l'extérieur. Moi, je ne comprends pas cette opposition. Moi, ça fait 25 ans en France, comme aujourd'hui. Si je veux dire à la Syrie, moi, je suis une opposante. Opposante à quoi? Il fait quoi la Syrie pour que je sois opposante? Il m'a fait quoi le président syrien aujourd'hui pour que je sois moi opposante? Si ma famille, elle l'est, c'est bien ma famille, elle souffre, par exemple, supposons. C'est elle qui peut réagir. Et ce n'est pas le cas, en tout cas. Et même si c'était le cas, ils ne prendront jamais les armes contre leurs frères. Ils ne détruiront jamais leur pays parce qu'ils l'aiment et ils le respectent. Moi, ici, à l'étranger, je suis qui pour les Syriens? Je deviens quoi pour que je puisse... Et que je prenne ou je décide de ce qu'il faut faire ou pas faire du peuple syrien. Alors, l'opposition syrienne, la majorité, c'était ça. Et à majorité aussi, ce sont des islamistes. On le voit bien sur le terrain et on l'a vu dès le début. Je ne veux pas nier qu'il y avait des idées, des idéaux, hein, des personnalités ou des personnes qui ont peut-être voulu prendre la première semaine, hein, vraiment ce mouvement un sursaut. Mais bon, ils étaient vite fait débordés par les islamistes et récupérés parce que c'était déjà préparé et prévu de l'extérieur et de l'intérieur par les islamistes. Ils sortaient de la mosquée, et ça, c'est pas moi seulement qui le dis, hein, c'est d'autres personnes qui sont allées en Syrie, les témoignages des Syriens, de plus en plus maintenant, on l'entend. Ils disaient dans la sortie de la mosquée, les chrétiens à Beyrouth, les alaouites au tombeau, ou quand ils disaient on finit avec on va pondre les alaouites avec les boyaux des chrétiens. Ce n'est pas des slogans qu'on peut accepter et ça ne donnait pas du tout non plus l'impression, c'est vraiment qu'on allait vers une démocratie ou un changement quelconque. Hein. C'est plutôt on allait vers un changement, qui fait peur, qui est extrémiste et pour imposer quelque chose aux Syriens qui n'en veulent pas, qui est le chaléra. Et aujourd'hui, en Syrie, il n'y a pas une parcelle de territoire où la rébellion soit dite modérée par les Occidentaux, hein, ils n'ont pas subi, les habitants, la haine, hein, et la colère, et même la barbarie de cette soi-disant opposition modérée. Les habitants ont souffert partout et ils peuvent mourir sur un simple contrôle d'identité. Sur un simple contrôle d'identité. Il ne faut pas oublier que les musulmans aussi souffrent en Syrie. Les sunnites, avant les chiites et avant les alaouites. Le fils de mufti de la République syrienne a été visé dès le début et il a été assassiné.
un autre mufti, lorsqu'il était dans la mosquée prêcher le bouti, il a été assassiné dans la mosquée. Il y a eu des assassinats aussi des personnalités musulmanes, et on n'en parle pas pour autant. C'est quand même ce qu'on vise en Syrie, c'est vraiment la déstabilisation de la société syrienne. Les musulmans souffrent autant que les chrétiens. Pourquoi on a mis des voitures piégées, que ce soit dans les grandes villes, dès le début? C'était les civils qui mouraient. C'était pas le pouvoir politique. C'est la terreur qu'on a. Mais quand on commence à mettre des voitures piégées, viser des bus, ça tombe sur la tête des civils syriens, des roquettes. En moyenne, ça peut aller jusqu'à plus de 100 roquettes à Damas ou à Alep. On a vu même à Alep parfois des bonbons de gaz lancés en tant que bombes sur la tête des civils à Alep. En plus des voitures piégées, en plus des snipers, viser des personnalités et assassiner des gens parce qu'ils ne sont pas de leur avis ou parce qu'ils n'ont pas accédé à leurs demandes, c'est semer la terreur. Pourquoi semer la terreur si on veut mettre un régime démocratique et libéral? Ce n'est pas logique et ce n'est pas compréhensible. Alors, sauf si on veut mettre autre chose en place, ce qui est prévisible maintenant avec Daesh ou avec Al-Nusra, qui étaient là dès le début. Hein. Et l'armée, ce qu'on appelle modérée, libre syrienne, qui soi-disant modérée, opposition modérée, elle y participait avec. Ils étaient ensemble avec Al-Nusra dès le début. C'est Al-Nusra qui est entré à Maloula et qui est aussi à Alep. Alors moi, je ne comprends pas du tout lorsqu'on nous dit Al-Nusra, c'est égal à Al-Qaïda, hein. C'est pour que les gens comprennent. Quand on nous dit l'opposition modérée, que l'Occident soit fait avoir par cette opposition, ça, je veux bien le croire. Qu'ils ont signé ensemble un accord comme quoi les frères musulmans seront modérés, je veux bien le croire. C'est faisable. Mais l'Occident s'est fait avoir. S'est fait avoir par cette opposition qui n'est ni d'accord entre elles, et qui n'est surtout pas représentée par le peuple syrien. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On en est au désastre. On en est à un vrai désastre. L'État islamique, il s'étend d'Alep jusqu'au Mossoul. Et de passage, je rappelle, qu'est-ce qu'il y a comme richesse d'Alep jusqu'au Mossoul? C'est le pétrole. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est comme par hasard. Ils sont arrivés, ils s'y sont installés, et dans la zone où il y a le pétrole. Et à une liaison frontalière avec aussi la Turquie, qui n'est pas du tout désintéressée par rapport à ce qui se passe en Syrie. D'ailleurs, elle a bien financé, préparé et organisé et orchestré la destruction de la Syrie. La Syrie est un pays qui était, il y a 3 ans, un pays prospère économiquement. En 2008, la Syrie avait 0 dette. Et il arrivait à être autonome par rapport à ses propres besoins et besoins de son peuple, au niveau des médicaments, au niveau de l'industrie, au niveau agroalimentaire, surtout ça. Et il arrive à être très autonome. Tout ça, c'est dû aussi à une politique de longue haleine. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'est mis en place du jour au lendemain. Alors, quelle est la situation aujourd'hui dans le pays? La situation, ça dépend des villes, ça dépend des villages, et ça dépend aussi de la situation militaire et économique. Là, à Alep, je vais prendre tout le pays. C'est plus ou moins, il y a des territoires qui ont été récupérés par l'armée syrienne. On le connaît, c'est le Kalamoun et c'est la frontière libanaise. Et les combats sont trop durs aux alentours de Damas. Il y a des petits endroits où de plus en plus sont libérés. D'autres, les combats sont très 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 forts. À Alep, c'est la même chose. Par contre, il y a d'autres villes où il n'y a rien, qui se passe vraiment rien, dans certains villages où il ne se passe rien, et nous ne voulons pas que ça arrive. Je prends l'exemple de Mahardé, c'est une ville où elle était assiégée depuis 2 mois par Al-Nusra.
et qui tente d'entrer. C'est une ville où il y a une communauté chrétienne très importante, orthodoxe. Je ne veux pas donner un chiffre parce qu'en fait, il n'y a pas de statistiques réelles en Syrie du nombre de chrétiens, déjà dans le pays comme dans les villes. Mais il y a une communauté importante, certains disent 25 000, d'autres disent, je ne veux pas vraiment donner des chiffres, mais à Mhardé, il y a des chrétiens où ils sont assiégés. Quelle est l'utilité de venir assiéger Mhardé stratégiquement comme politiquement et faire terroriser la population? Je ne sais pas. Autre que pour des raisons où vraiment que tout le pays soit embrasé, en fait, de ces mouvements. Je ne sais pas exactement voilà, où est-ce que tout cela, où est-ce qu'on nous emmène, parce que, vu les déclarations qu'on a entendues dernièrement, ça me rappelle il y a un empire, quand on a voulu bombarder la Syrie. Ça me rappelle il y a 2 ans, pareil, en septembre, on voulait bombarder la Syrie. On disait un couloir humanitaire. On a envoyé les 2 ans un convoi militaire, soit des hôpitaux militaires en Jordanie. Ce n'était pas des hôpitaux des médecins civils. On a envoyé des militaires en Jordanie. Pourquoi faire? C'était quand même préparer aussi des frappes qui n'ont jamais eu lieu. L'année dernière non plus. Et cette année, on trouve tous les ans un prétexte pour qu'on entre vraiment militairement sur le territoire syrien. Maintenant, il est complètement affaibli, détruit. Toujours, parce que j'insiste là-dessus, toujours dans l'harmonie sociale. Toujours et dans l'entraide. Et de plus en plus, pire encore, de plus en plus dans l'entraide sociale. Parce que nous ne voulons pas que la Syrie soit subit ce que le Liban a subi, ce que l'Irak a subi. Et nous restons une société solide, avec un sentiment d'appartenance à une patrie très fort. Les Syriens ont un sentiment d'appartenir à une patrie parce qu'il est riche de sa richesse à elle, ce qui est la Syrie, ce qui veut dire son propre histoire et leur propre fierté. Et c'est une fierté bien placée, la fierté des Syriens. Moi, j'ai craint demain encore de ce qui va se passer, parce que ça dure dans la durée. Et bientôt, on va entrer encore dans un hiver, un 4e hiver, et il en faut quand même à un moment donné que ça s'arrête. Il faut pas, c'est-à-dire, si on veut vraiment qu'il y ait de la paix dans ce pays-là et de la réconciliation, on pourra commencer déjà à demander à nos amis et avec qui on entretient des relations politiques convenables et économiques, d'arrêter de financer le djihadisme, de fermer leurs frontières avec la Syrie et de laisser l'armée syrienne se débarrasser de ce qui reste encore sur le territoire syrien, l'aider peut-être même à les débarrasser, mais bon, laisser faire, mais surtout qu'il y ait l'arrêt des financements, l'arrêt d'envoi des djihadistes et la fermeture des frontières. On n'en a pas besoin pour autant d'aller frapper à ce moment-là. Et surtout sans l'accord de l'ONU. Pourquoi l'accord de l'ONU? Parce que la Syrie est un pays souverain et le peuple syrien est un peuple souverain et c'est à lui de choisir le gouvernement qui va le gouverner et le mode de politique selon lequel il veut être gouverné. Et ce n'est à quiconque d'autre de parler à la place, ni aux journalistes français, ni américains, ni quiconque, ni d'ailleurs les politiques, de parler à la place du peuple syrien de ce qu'ils veulent. Et ils ont leur mot à dire. Ils l'ont dit aussi d'ailleurs au mois de juin, ils ont bien élu leur président, dans des conditions de guerre certes, mais ils l'ont fait. La première fois de leur vie, mais ils l'ont fait. Ça leur revient d'accepter, de ne pas accepter cette position-là, qui sont de leur choix électif de président qu'ils ont élu. Un pays prospère, c'est un pays difficile à abattre, alors pour l'abattre et pour vraiment l'attaquer, étant donné aussi souverain, il faut faire quelque chose de plus facile si on le découpe, et notamment si on peut le découper d'une manière confessionnelle, c'est encore plus facile. Hein. Voilà.
l'État islamique qui se trouve d'Alep jusqu'à Mossoul, c'est un État voyou, c'est pas vraiment un État parce qu'ils ne représentent rien, ils représentent que même, mais c'est des voyous, c'est des barbares, c'est des criminels. Sortis de toutes les... Hier, j'ai vu une vidéo d'un Japonais. Qu'est-ce qu'il faut ce Japonais en Syrie? Voilà, il y a tout. Il y a 83 nationalités. Selon le ministre des Affaires étrangères syrien, 83 nationalités qui combattent sur le sol syrien. Bon, pour moi, c'est une guerre internationale qui se déroule sur le territoire syrien. Ce n'est pas une guerre de Syriens contre Syriens. Ça n'a rien à voir d'une guerre civile. Et encore moins une guerre pour la paix et la démocratie. On ne le voit nulle part d'ailleurs. Cette paix et cette démocratie. Et alors, si on arrive à mettre en place des États plus petits et confessionnels, qui de temps en temps ils peuvent se taper dessus, pourquoi pas, voilà, et ben ça nous facilite la vie, nous les Occidentaux. Je précise pas, hein, nous les Occidentaux. Et ça aussi, si on a mis à des voyous, on a envoyé, qu'on a financé, qu'on a entraîné et qu'on a fait appel à eux pour prendre la zone la plus importante au niveau richesse de territoire syrien et irakien, c'est que c'est plus facile de travailler avec ces voyous. Parce que ce sont des voyous. Et ce n'est pas un État souverain qui défend l'intérêt de son peuple et l'intérêt de son existence, son, comment dirais-je, son positionnement au niveau national comme au niveau international. Là, c'est des voyous avec qui on travaille, d'ailleurs, à se demander pourquoi. Le pétrole syrien, il est acheté par les Turcs. Pourquoi? Et qui achète aujourd'hui le pétrole syrien? Voilà. Je ne sais pas, je ne veux pas accuser quiconque. Qui achète le pétrole syrien? Pourquoi il y a eu des embargos sur beaucoup de choses en Syrie, notamment le syrianaire, le déplacement des Syriens, les médicaments, et aussi comment dirais-je, toute forme économique, sauf sur la production de pétrole. Qui en bénéficie de la production de pétrole syrien? À qui il est vendu? Je ne sais pas. Je n'affirme rien, je pose la question. Pourquoi détruisons, ça veut dire l'État islamique, détruit-il, plutôt c'est pas de dire, détruit-il les champs de blé syriens, la production alimentaire syrienne et la production de coton? Dans l'intérêt de qui? Qui en bénéficie? Nous, les chrétiens, nous ne voulons pas être en guerre avec quiconque. Nous ne voulons pas des armes. Moi, je suis contre que les chrétiens prennent les armes. Mais malheureusement, dans certaines villes, ils sont obligés, en collaboration avec toute la population, ce n'est pas forcément les chrétiens, c'est le peuple qui décide de défendre, le comité qui se sont créés avec l'armée syrienne pour défendre leur territoire. Mais ce n'est pas les chrétiens qui sont vraiment armés parce qu'ils sont chrétiens. Nous, les chrétiens, nous sommes vos ancêtres, vous les Occidentaux. Les chrétiens d'Orient sont vos ancêtres pour les Occidentaux. C'est un message que j'envoie à nos frères chrétiens dans le monde, et musulmans d'ailleurs. Nous sommes vos frères et nous sommes vos ancêtres. Si vous êtes chrétiens aujourd'hui, parce que nous l'étions. Le Christ est venu passer son message sur le sol syrien, à cette époque, ou en Palestine, en tout cas chez nous. Et les apôtres sont partis dans le monde entier parler de la paix et de l'amour de Dieu de cette région-là. Alors, nous, vos frères aînés, même si je ne suis pas assez de l'âge frères aînés, mais dans l'histoire, que sommes devenus une minorité dans la terre où nous étions majoritaires, faisons appel à vous. Et je dis la phrase de sa béatitude lorsque venu à Paris, mois de mai, Grégory III, il a dit « Nous ne voulons pas des armes, nous ne voulons pas de l'argent, nous voulons la paix. Donne-nous la paix. » Alors je termine mon témoignage en appel
à la paix. Il y a une manifestation pour les chrétiens du Moyen-Orient qui va se dérouler à Paris, au niveau national à Paris le 21 septembre. Moi, j'invite tout le monde à venir participer à cette manifestation-là pour dire que nous sommes tous contre, nous ne sommes pas avec seulement les chrétiens, mais aussi tous ensemble, musulmans et chrétiens, contre la barbarie. Il n'y a pas que les chrétiens, les musulmans aussi, parce qu'ils sont musulmans. C'est la religion musulmane qui est attaquée. Ils sont aussi concernés. C'est l'islam qu'on tue, en tuant les autres humains. J'appelle aussi à toutes ces communautés de nous rejoindre pour un seul message, qui est le message de paix.